Bienvenue sur la panafricaine Médian. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. La démocratie symbolise le principe à travers lequel la souveraineté appartient au peuple qui choisit ceux qui le gouvernent. C'est d'ailleurs ce que l'ancien président des États-Unis de 1860 à 1865, Abraham Lincoln, qualifie de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À travers sa forme représentative, les citoyens choisissent des représentants qui exercent le pouvoir en leur nom, une façon pour le peuple de déléguer une partie de leur souveraineté à des autorités centrales chargées de les diriger. Toutefois, le modèle comporte des limites. Quelle lecture faire de la démocratie représentative et de ses avantages? Quelles sont les limites de ce modèle démocratique? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous resterons toujours avec la démocratie, mais pour parler du contrôle citoyen de l'action publique, qui est un processus qui vise à renforcer la performance des collectivités à travers un engagement civique et une participation active des citoyens. L'objectif est d'ériger en principe la transparence et l'inclusion. Cet engagement actif des citoyens dans le contrôle de l'action publique amène les élus et les autres gouvernants à rendre compte de leurs décisions, ce qui témoigne d'une certaine redevabilité dans la prise de décision et la gestion des finances publiques, garantit aussi une certaine promotion de la bonne gouvernance. Quelle place du contrôle citoyen dans l'action publique? Quelles limites à ce contrôle citoyen? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Djibril Ning, vous êtes expert électoral, également membre de la société civile sénégalaise. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Daouda. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Et c'est toujours avec le même plaisir que je partage ce plateau avec vous. Un plaisir aussi, Joël Nathan Ombago, analyste politique. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda pour l'invitation. Et je reste d'ailleurs avec vous, Joël. Parlons d'abord de la démocratie qui désigne, avant de parler de celle participative, la démocratie désigne un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple directement ou indirectement, comme je le disais en introduction. Quelle lecture vous faites de l'évolution aujourd'hui de ce modèle démocratique? Alors, merci pour la question. Et donc, la question que l'on se pose généralement, c'est dans l'évolution de la démocratie aujourd'hui, où nous en sommes. Où nous en sommes lorsqu'on regarde un peu toutes les démocraties représentatives du monde, que ce soit en Afrique, en Occident et au-delà. Est-ce que la démocratie aujourd'hui a rempli ses promesses ou est-ce qu'elle a apporté ce qu'on attendait, ce qu'on escomptait? Est-ce que en réalité les peuples sont vraiment souverains? C'est des questions que l'on peut se poser aussi. Est-ce que dans la gestion les politiques ou les dirigeants ont rendu au peuple ce que le peuple attendait? La question, on peut répondre en disant oui et non. Oui, parce que, bon, aujourd'hui, les peuples ont la capacité d'élire les dirigeants, mais dans les faits, est-ce qu'on peut voir clairement la volonté des peuples exprimée et gérer de la meilleure des manières. Donc, c'est cette réponse ambivalente que l'on peut donner. D'un côté, on peut dire que la démocratie a rempli ses cartes, mais de l'autre, il y a quand même des vides et des manquements. Mais cette volonté des peuples n'est également exprimée à travers aujourd'hui l'organisation d'élections de façon périodique et même aujourd'hui à travers un contrôle qui s'exerce entre les pouvoirs. Aujourd'hui, il arrive que le pouvoir législatif limite le pouvoir exécutif à travers une motion de censure ou d'autres mécanismes prévus. Donc, on peut dire aussi que ce mécanisme-là existe déjà et que les populations aussi ont la possibilité de s'exprimer de façon régulière pour élire des dirigeants ou les changer ou bien les maintenir. Oui, effectivement, mais sauf qu'il y a un souci, une difficulté dans ça, c'est que ce sont les mêmes dirigeants aussi qui font les lois. Généralement, c'est la classe dirigeante aussi qui établit les lois et on le voit, on le sait, la classe dirigeante peut aussi mettre les lois en sa faveur. Donc, c'est pas toujours à l'avantage du peuple dans ce genre de circonstances. D'où la possibilité également pour le peuple au besoin d'apporter des sanctions. Et Djibril, 5 critères principaux caractérisent une démocratie. Il s'agit de la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs, l'égalité devant la loi, la garantie des libertés fondamentales et l'alternance au pouvoir que je rappelais tout à l'heure. Selon vous, ces 5 critères suffisent-ils toujours pour caractériser une démocratie? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est des critères qui sont
nécessaires, indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. C'est pourquoi on a connu différents modèles démocratiques. Il y a cette démocratie représentative dont nous parlons aujourd'hui. Il y a eu les démocraties populaires. Tout à fait. Dans d'autres pays, notamment dans les pays de l'Est. Et en Afrique, il y a eu, avant la colonisation, la démocratie directe. Au Sénégal, par exemple, la notion de pench. Quand il y avait un problème, il y a des gens qui sont choisis, désignés, qui représentaient des parties de la communauté, qui se retrouvaient tout de suite et qui tranchaient le problème. Pench, je le rappelle, symbolise une forme de place d'assemblée, voilà. Une forme d'assemblée voilà. Où sont prises les décisions. Voilà, ils sont prises, où les décisions sont prises. Il n'y avait pas différents pouvoirs, voyez, exécutifs, législatifs et judiciaires, etc. Bon, il y avait un système de contre-pouvoir. Plutôt, je m'excuse, il y avait différents autres pouvoirs qui sont autres que les pouvoirs législatifs et judiciaires, tels que c'est connu dans la démocratie occidentale. Alors, pour répondre à votre question, donc, ces critères ne sont pas suffisants parce qu'on a vu que la démocratie représentative souffre de plusieurs pathologies, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de la crise qu'elle connaît depuis un certain nombre d'années, depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a les inégalités qui persistent encore dans tous les systèmes démocratiques. Il y a la pauvreté, n'est-ce pas? Il y a la corruption, voyez, l'inégalité devant la loi, voyez, la liberté de l'information ou de la presse, le droit à l'information, la liberté de la presse qui n'est pas observée toujours dans les grandes démocraties, le sous-développement, n'est-ce pas? Tout cela, je pense que le caractère élitiste également de cette démocratie dont parlait Nathan tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de pathologies dont souffre cette démocratie occidentale, cette démocratie représentative. Et c'est pourquoi les gens parlent à côté de démocratie participative, de démocratie délibérative. Ça signifie que pour que la démocratie représentative soit réellement représentative, il faut qu'elle soit à la fois participative et délibérative. Alors, la question est de savoir maintenant, est-ce que la démocratie est une fin à laquelle il faut arriver et s'arrêter? Est-ce que c'est une propriété? Est-ce que c'est un État? Je pense que ce n'est ni une fin, ça ne doit pas l'être plutôt, ni un État qui serait vite dépassé, ni une propriété également. Voyez, c'est plutôt un processus. Et de ce point de vue, nos États ont été dans une première étape de démocratie formelle, tout au moins depuis à partir des indépendances. Ces différents États, même les moins démocratiques, avaient une constitution. Et le président ou certains dirigeants étaient élus à des élections, quel que soit le caractère de ces élections-là, etc., etc. Et d'ailleurs, si on reste avec cette démocratie dont vous parlez, pour certains penseurs, c'est le meilleur système, en tout cas jusque-là, ou le moins pire de ces systèmes-là. Êtes-vous de cet avis? Oui et non. Oui, si elle est complète. Voyez, elle remplit toutes ces dimensions. Voyez, parce que la démocratie, j'en ai parlé tout de suite, tout à l'heure j'ai parlé de certaines dimensions. Alors, il faut que, et on a vu nos États, la plupart d'entre eux ont quitté, par exemple, quand l'appel de la Baule
a été lancé en 90, c'est pas que nos États n'étaient pas dans la démocratie, mais ils étaient dans une démocratie formelle, où il y avait des partis uniques, pratiquement. Voyez. Il n'y avait pas de pluralisme. Donc, cet appel les a poussés à franchir un pas, à aller dans une démocratie pluraliste, aller vers un multipartisme politique et institutionnelle. Démocratique, politique et institutionnelle. Mais aujourd'hui, nos États piétinent, n'est-ce pas, restent dans cette démocratie qui est incapable de prendre en charge les besoins et les aspirations des populations. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez rappelé, démocratie, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, la finalité devrait être pour satisfaire les besoins du peuple. C'est que cette étape doit être dépassée pour aller dans une démocratie transformatrice qui permettrait de transformer, de développer nos pays et de satisfaire les besoins et aspirations des populations. Alors, ça, ce problème-là, est dû au fait que c'est un problème originel. Il y a un péché, si vous voulez, originel. C'est qu'à l'origine, nos pays, depuis l'indépendance, peinent à sortir d'une transition, de la transition entre l'indépendance formelle et la souveraineté. Ils ont eu une indépendance formelle pour aller vers la souveraineté. Cette transition-là, nos pays peinent à sortir de cette transition. C'est de ce fait-là, c'est ça qui fait que, en réalité, ils ne peuvent pas non plus franchir le cap entre la démocratie politique et institutionnelle et cette démocratie transformationnelle, cette démocratie transformatrice. Ce qui justifie aujourd'hui, en tout cas, cette crise, si on peut l'appeler ainsi, notée au sein de cette démocratie représentative. Et j'en viens à vous, Nathan. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les avantages qu'offre la démocratie représentative? Alors, les avantages de la démocratie représentative, c'est comme elle est déjà indiquée, une démocratie représentative, ce sont les populations qui choisissent leurs représentants, ceux qui vont porter leur voix au niveau des instances telles que l'Assemblée nationale, telles que le Sénat ou les autres instances. Premier avantage, c'est que le peuple a une voix pour lui. Il y a un député, un sénateur qui parle en son nom. Le second avantage, c'est que ça réduit le nombre de voix qui parlent. Parce que tout le monde ne peut pas parler, sinon au final, on ne s'entend pas. Un autre avantage, c'est que l'on reconnaisse au peuple le droit d'avoir une voix. Maintenant, est-ce que tous ces avantages ont des répercussions directes sur le peuple? Je ne veux m'oser. Alors, mais par rapport aux décisions prises, par exemple, pour le peuple, que ce soit par exemple pour la construction d'infrastructures sociales de base, que ce soit pour des lois, en tout cas en faveur de ce peuple, pour un mieux-être de ce peuple-là, on peut dire que ça va à l'avantage au moins de ces peuples, puisque ce sont ces peuples qui ont choisi ces dirigeants qui posent des actes qui vont dans l'amélioration du bien-être de ces populations-là. Oui, la vérité, c'est celle-là, c'est qu'en réalité, dans les faits, les populations ou le peuple doit avoir choisi ses élus. En principe, c'est cela. Mais aussi, on peut arriver à des cas où ce sont les élus qui choisissent le peuple. Hein. Ce sont des castes dirigeantes qui se succèdent ou encore des élites qui se sont formées et qui simplement se succèdent dans la gestion de la cité. Et là, c'est pas toujours le peuple qui décide, le peuple subit même, on va dire, dans certains cas. Mais l'avantage fondamental, c'est que dans le cas où c'est le peuple qui a élu ses dirigeants, le peuple bénéficie des avantages de la gouvernance de ces derniers-là. Puisqu'on suppose qu'eux-mêmes proviennent du peuple. Mais le point que vous avez abordé tout à l'heure, est-ce que cela ne renvoie pas à autre chose, comme l'a rappelé Djibril? Est-ce que cela ne renvoie pas aussi aux réalités ou bien en tout cas à la culture ou bien aux réalités socio-culturelles de ces populations-là, puisqu'on a comme l'impression que chaque pays adopte la démocratie selon les réalités socio-culturelles propres à ce pays-là? Oui, mais je pense que là, c'est de là où naît même il a parlé d'un péché originel, où vient le problème. C'est parce qu'on a adapté aussi une démocratie structurelle, qu'on va dire occidentale, entre griffes, à des réalités parfois africaines qui sont tout à fait différentes. Je vais aller dans le cas, par exemple, chez nous en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, nous sommes dans une logique de famille.
Nous sommes dans une logique de famille. La gouvernance, elle nous vient des familles. C'est notre père qui est le chef, d'accord, notre mère qui dirige la maison. Et maintenant, on va dehors dans le cas de la démocratie. Il y a quelqu'un qu'on va élire et qui va prendre les décisions. Mais en réalité, en Afrique, en général, ce sont des conseils qui décidaient. Des conseils, il a parlé de Page, je crois. C'était des conseils des assemblées, un peu comme en Grèce aussi, avec Ecclésia, voilà, Grèce antique, avec l'Ecclésia. Donc, nous sommes en réalité dans cette logique-là où il y a des voix autorisées qui sont choisies. On parle aussi dans certaines régions de camps de garde. Il y a des anciens, des sages qui sont assis et qui décident. Mais est-ce que la démocratie que l'on a choisie cadre avec cette réalité-là? C'est des questions à se poser. Mais cette démocratie directe dont vous avez parlé tout à l'heure, que ce soit dans l'Afrique avant colonisation ou bien en Grèce antique, est-ce qu'elle n'a pas montré ses limites également, cette forme de démocratie directe? Est-ce qu'elle n'a pas montré ses limites au point, en tout cas, d'en arriver aujourd'hui à cette démocratie représentative pour permettre à ce peuple-là de choisir ces personnes qui gouvernent ce peuple? Oui, c'est le danger des démocraties directes parce qu'il y a beaucoup de voix aussi. Et je pense que c'est ce qui a amené aujourd'hui les peuples à souhaiter la démocratie représentative, c'est-à-dire, bon, tout le monde ne peut pas parler, tout le monde ne peut pas décider parce que ça devient difficile de choisir la décision de qui va prendre. On va prendre la décision de qui. Mais dans les faits, dans le vécu des gens, est-ce que on ne vivait pas mieux à cette époque de cette démocratie directe où les gens avaient le meilleur moyen de traiter les problèmes, par exemple, résoudre les problèmes, parce que c'est le premier rôle de la démocratie, résoudre les problèmes de la cité. Est-ce que c'était pas mieux dans le vécu? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'élite décide pour elle-même, pour son plaisir. Ce sont eux qui sont riches, ce sont eux qui construisent, ce sont eux qui vivent et le peuple souffre. Mais sur les faits, par exemple, si on reste sur les faits également, on a vu beaucoup d'exemples, en tout cas, où cette démocratie a donné des résultats. On peut donner l'exemple de ce pays-là aujourd'hui, qui est le Sénégal, pour la présidentielle aujourd'hui de 2024, et malgré toutes les tensions notées durant la période préélectorale, comment aujourd'hui le Sénégal a à nouveau donné une belle leçon de démocratie. Le Ghana également, Nana Akufo-Addo, qui après ses 2 mandats aujourd'hui, a organisé des élections également, remportées aujourd'hui par le parti de l'opposition, et bien d'autres exemples également sur le continent. Le président tchadien également, Mahamat, qui a aujourd'hui mené la transition, organisé des élections également, et tout cela, ce sont des exemples de résultats, en tout cas concrets, de cette démocratie ou de ce modèle démocratique. Oui, des exemples, on va même dire aujourd'hui des exceptions. Et il faut aller, on revient encore au système, le cas du Sénégal par exemple, il y a une certaine souveraineté du peuple qui a parlé. Il faut l'avouer, il faut se l'avouer. Donc ça veut dire qu'en réalité, derrière la démocratie, il faut aussi une certaine maturité du peuple et des dirigeants, mais aussi une maturité du peuple, mais aussi une grande responsabilité, une capacité à assumer les décisions prises, à assumer les choix qui sont faits. Et là, on encourage le cas du Sénégal qui, pour moi, est un exemple dans le processus de la démocratie encore en Afrique, le cas du Ghana aussi, que vous avez cité, et c'est très bien. Mais ça nous montre, ce sont des exceptions qui confirment un peu la règle. Ok, c'est noté. De vous considérer que ce sont des exceptions, mais on peut également en citer beaucoup d'autres sur le continent africain où il y a eu des alternances et ce sont des partis d'opposition qui ont eu à remporter aujourd'hui ces élections-là. Et en tout cas, qu'il y a eu alternance au fil des années et des pouvoirs se sont succédés sans diffusion de sang, encore moins de tension. Et Djibril, comment la démocratie aujourd'hui, celle représentative surtout, peut contribuer à développer une conscience collective, des pratiques de participation et une certaine cohésion sociale? Mais je voudrais d'abord revenir un peu sur cette démocratie directe dont nous parlions avec Nathan tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Les conseils qui décidaient ou les assemblées en Afrique, n'est-ce pas? On a vu ça avec la révolution Torodo, n'est-ce pas? Avec Souleymane Baal au Sénégal. On a vu avec la charte de Kourkan, du Kouga, la charte du Mandé, etc. Et la Grèce antique, il l'a cité tout à l'heure. Et vous avez demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu des limites notées dans cette forme de démocratie, à savoir la démocratie en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la modernité, il y a eu une évolution. C'est la modernité qu'il faut interroger. Parce que la bonne modernité devait être une modernité qui capitalise tous les points positifs
toutes les valeurs des sociétés précédentes. Je crois qu'avec la modernité qu'on a eue, à partir du 18e, du 19e, et qui ont été à la base de la démocratie, n'est-ce pas? Cette modernité n'a pas justement procédé à cette capitalisation. Voyez, il y a eu une sorte de rupture entre ce qu'il y avait dans ces sociétés-là, voyez, et ce qu'on a apporté par la suite. Mais si on reste sur un exemple, Djibril, avec l'évolution fulgurante qu'a connue la démocratie à l'échelle du monde, est-ce qu'aujourd'hui, cette capitalisation, est-ce qu'il n'allait pas être compliqué aujourd'hui par rapport à telle démocratie, d'appliquer aujourd'hui une forme de démocratie directe? Si on prend l'exemple du Sénégal avec 18 millions aujourd'hui d'habitants. Tout à fait. Très bonne question, très pertinente. Effectivement, c'est pourquoi le fait d'aller à une démocratie représentative a été une bonne chose, une sorte de modernisation. Mais là où cette démocratie représentative pêche, c'est qu'elle méconnaît les valeurs des sociétés dans lesquelles, justement, elle se développe. Alors que ces conseils et ces assemblées réglaient les problèmes en tenant compte des valeurs de la société. Ceux qui étaient choisis même, qui représentaient la société, étaient choisis sur la base des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont choisis aux élections, c'est sur la base des valeurs c'est plutôt sur la base des suffrages. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ça le problème. Et, donc, il y avait des avantages certains dans cette démocratie-là. Maintenant, direct, avec l'augmentation de la population, avec les problèmes, l'accroissement des problèmes, des besoins et des aspirations, peut-être que c'était impossible de conserver le caractère direct. J'ai envie d'interpeller Nathan sur un point avant qu'on en finisse avec la première partie. Avec l'évolution également fulgurante Nathan d'Internet, plus particulièrement les réseaux sociaux, qui constituent des outils au service de la démocratie avec plus de 4 milliards d'utilisateurs. Selon vous, quelle contribution numérique dans l'ordre politique et les jeux démocratiques? Comment aujourd'hui le numérique contribue également aux jeux démocratiques? Alors, on va prendre le cas du Sénégal, si vous me permettez. On peut prendre le cas du Sénégal. On a vu notre Premier ministre aujourd'hui qui a capitalisé dans la gestion, on va dire, même de sa campagne, la campagne récente législative sur les réseaux. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les pouvoirs peuvent utiliser les réseaux pour influencer les populations. Et je crois que c'est aussi un contact beaucoup plus direct, parce que les gens sont beaucoup plus connectés aujourd'hui, même qu'ils ne passent du temps ensemble. Donc, les réseaux sociaux ont une place fondamentale aujourd'hui, même dans la gestion de la cité, mais surtout pour atteindre les populations, pour échanger avec elles, pour discuter avec elles, mais aussi pour voir leur réalité. Parce que sur les réseaux sociaux aussi, il y a des réalités. On partage ici, on partage là-bas. Les dirigeants peuvent se connecter, voir quelles sont les réalités à Tiaroy, quelles sont les réalités à Guédiawaye, quelles sont les réalités, et aussi les populations peuvent être en contact avec. Je crois que s'il y a une bonne gestion de ce pouvoir-là, parce que c'est aujourd'hui un pouvoir, les réseaux sociaux, on peut arriver à créer une galvanisation au niveau de la gestion de la cité au travers des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux dont vous parlez, l'usage d'Internet également, un outil à travers lequel les populations également demandent des comptes à leurs gouvernants, une façon d'exercer une forme, en tout cas, de contrôle citoyen. Le contrôle citoyen de l'action politique, ce sera la thématique en seconde partie de l'émission. Bienvenue dans cette seconde partie de votre émission Le Débrief. Djibril Gningue, si je vous dis contrôle citoyen, en tant qu'acteur de la société civile, pour vous, cela renvoie à quoi? Cela renvoie... surtout le contrôle citoyen de l'action publique. Oui, à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que la démocratie ne peut plus être directe, n'est-ce pas, compte tenu de l'évolution d'un certain nombre de paramètres qui ont beaucoup changé entre-temps. Mais le caractère participatif et inclusif qu'il y avait dans cette démocratie directe, c'est ça qu'il faut conserver, qu'il faut avoir, voyez, dans cette démocratie. C'est ça qui manque à la démocratie représentative. Parce que ça permet justement le contrôle citoyen. Voyez. Heureusement qu'il y a Internet, comme vous dites. Alors, la démocratie représentative est rattrapée par l'histoire.
Parce que Internet permet aujourd'hui aux populations, sans demander la permission, d'intervenir en amont, pendant et après les décisions. Et on peut même dire que Internet influence considérablement les décisions aujourd'hui des dirigeants. Voyez. Donc, c'est une excellente chose. Mais le problème ici aussi de l'Internet, c'est que est-ce que les interventions qui se font là-bas et qui ont un impact sur la décision des dirigeants, ces interventions se font selon les valeurs et l'éthique qu'il y avait de la société. C'est pourquoi il y a besoin d'encadrer. Peut-être que si, justement, les réseaux sociaux sont bien encadrés, cela permettra de corriger, justement, toutes ces pathologies que traîne aujourd'hui la démocratie représentative, et ça permettra, n'est-ce pas, un contrôle citoyen plus prégnant, une plus grande participation des populations dans les décisions qui sont prises, n'est-ce pas, à travers le processus décisionnel. Donc, selon vous, ce pouvoir, en tout cas des géants d'Internet ou ce développement fulgurant aujourd'hui de l'outil numérique doit pousser en tout cas à l'usage aujourd'hui, doit pousser en tout cas à mieux, en tout cas maîtriser l'usage de ces outils à travers une éducation, en tout cas à l'usage de l'outil numérique, ou même à la régulation aujourd'hui de ces réseaux sociaux-là, ou bien de ces outils numériques. Tout à fait. Mais non seulement cet encadrement, je veux dire, ce serait une éducation, n'est-ce pas, des usagers, des populations. Ce serait la mise en place de dispositifs juridiques également, n'est-ce pas? Ce serait également l'introduction des valeurs et de l'éthique, n'est-ce pas, dans l'utilisation de ces outils. Mais ce serait également de démocratiser davantage ces outils. Quand je dis démocratiser, il y a un aspect tout à fait démocratique parce que chacun peut avoir son téléphone et commencer à entrer. Mais je parle des GAFA, par exemple. Aujourd'hui, c'est les GAFA qui détiennent presque le monopole de cet outil-là, par-dessus la tête de nos États même, à la limite. Alors, il faudrait peut-être qu'on sorte aussi de cette situation-là. Et d'ailleurs, le cas des GAFA que vous avez soulevé tout à l'heure, aujourd'hui, des communautés comme l'Union européenne, en tout cas, s'est dotée de deux mécanismes principaux, deux lois, en tout cas, européennes, que sont la DEMA et la DSA, dans le cadre de la régulation aujourd'hui des activités économiques et autres activités menées par ces GAFAM-là également. Et Nathan, quel impact, selon vous, du contrôle citoyen dans une démocratie? La possibilité pour les citoyens d'exercer un contrôle par rapport à ce que font ceux qui les dirigent? Alors, la question me ramène à deux autres questions essentielles. Lesquelles? La première question, c'est de savoir est-ce que le peuple qui doit contrôler est assez outillé pour faire le contrôle? Quand on parle du contrôle citoyen, on parle là des questions, par exemple, des questions d'économie. Donc, les questions d'économie, des questions socio-culturelles, des questions législatives aussi. Donc, en ce qui concerne la loi, le judiciaire, est-ce que les populations sont assez informées, assez outillées pour exercer un certain contrôle? Parce que pour contrôler, il faut être informé sur ces questions-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que le contrôle citoyen a aussi un pouvoir décisionnel? Parce qu'il ne suffit pas de contrôler, de regarder, de voir. On a vu, bon, il y a 500 francs, mais est-ce qu'on a le pouvoir d'agir, d'influencer l'utilisation de ces 500 francs? Ça, c'est deux questions essentielles. Maintenant, comment le contrôle citoyen peut influencer, peut être une marque de démocratie importante? Je crois que lorsque la population est informée, elle a des bonnes informations et que son contrôle peut influencer les décisions avec évidemment encadrement, cela va avoir une répercussion directe sur les populations, puisque ce sont elles-mêmes qui décident ou elles-mêmes qui accompagnent, qui participent
à l'action des gouvernances et des gouvernants. Et là, c'est forcément positif si nous sommes dans cette logique-là. Nathan, tout à l'heure, vous aviez soulevé un aspect important, à savoir aujourd'hui la nécessité pour les populations ou bien ces citoyens-là de comprendre ce qu'il en est des finances, ce qu'il en est aujourd'hui des lois aujourd'hui qui les régissent et j'en passe. Donc, pour que ce contrôle citoyen de l'action publique puisse bien s'effectuer, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'aller vers un renforcement de capacité de ces populations pour mieux influencer les décisions qui les concernent directement? Renforcement des capacités des populations, oui, mais surtout sensibilisation des dirigeants. Ça veut dire que dans le contrôle citoyen, il y a deux phases. Il y a la phase des dirigeants qui vient informer et la phase des populations qui, après information, maintenant vérifie que l'information donnée est en adéquation avec les faits, avec ce qui est fait sur le terrain. C'est-à-dire l'exigence de redevabilité là, voilà, de la part de ces populations. Donc, à partir de ce moment, lorsque l'information qui est transmise est vérifiée et vérifiable, les populations maintenant peuvent donner un contrôle. L'importance du contrôle vient maintenant où à partir du moment où les populations peuvent influencer, comme je disais, la suite des décisions prises. Ça veut dire que si on a pris une décision, par exemple, budgétaire, qu'on est informé sur le budget, sur ce à quoi va servir le budget, les populations peuvent dire, à l'observation de ce que vous avez proposé, pour le moment, nous n'en avons pas besoin, on peut faire autre chose. Ça, c'est un contrôle citoyen efficace. Parce que aussi, il est en adéquation avec les besoins réels des populations. Et en adéquation avec les besoins réels des populations, en tout cas, c'est surtout ce que recherchent les populations à travers le contrôle citoyen mené sur l'action publique. Et ce contrôle citoyen, Djibril, est défini comme le fait de pouvoir demander aux représentants officiels aujourd'hui de ces populations-là de rendre compte. Quel impact cela peut avoir, selon vous, dans la promotion aujourd'hui de la bonne gouvernance, ce contrôle citoyen? Oui, ce contrôle citoyen est très, très important. C'est pourquoi aussi le modèle démocratique adopté par tel ou tel pays est très important. Quand vous allez dans les pays du Nord, en Suède, Danemark, etc., ces pays-là, Norvège, les pays scandinaves, les conseils d'administration, dans quasiment les conseils d'administration, les syndicats sont représentés, par exemple. Ou la société civile, disons, est représentée. Alors, parce que là aussi, compte tenu de la complexification des problèmes dans le monde actuel, il est quasiment impossible d'éduquer toute la population sur ces questions économiques, comptables, technologiques, etc., scientifiques. Donc, le contrôle citoyen ne peut se faire qu'à travers la société civile. L'utilité de l'existence de ces acteurs de la société civile et même des médias. Voilà. Et au Sénégal, par exemple, dans certains pays d'Afrique, au Sénégal, la société civile est représentée au niveau de l'ARCOP, au niveau de... comment on dit, je rappelle que l'ARCOP, c'est l'autorité de régulation de la commande publique. De la commande publique. L'instance qui règle comment on dit ça, la corruption, là. L'OFNAC. L'OFNAC, la société civile est représentée au niveau de l'ARTP, qui est l'instance de régulation des télécommunications. Voyez, au niveau du CENTIF. Il y a donc, et récemment, au niveau le CENTIF qui lutte contre COSC, les infractions financières et autres blanchiments d'argent. Au niveau du COSC, Petrogaz. Bon, il y a une place statutairement prévue pour la société civile, même si ça n'est pas encore mis en exécution, etc. Voyez. Donc, je pense que c'est à travers la société civile que le contrôle citoyen peut se faire. Parce que c'est cette même société civile qui agit sur les contre-pouvoirs également. Tout à fait. Tels que la Cour des comptes, l'IGE, l'inspection générale, etc., pour leur demander de faire. La société civile fait une sorte de veille et d'alerte pour amener ces organes-là également à faire leur travail. Et dans le cadre de cette veille-là aujourd'hui, Djibril, en tant qu'acteur de la société civile sénégalaise, comment menez-vous aujourd'hui une mission de contrôle citoyen vis-à-vis aujourd'hui des autorités publiques? Mais là aussi, très bonne question. Jusqu'à présent, il faut dire que c'est au coup par coup que cette mission de veille était remplie. Alors, je viens d'un atelier de prévalidation de la mise en place d'un observatoire pour la gouvernance
démocratique, politique et démocratique. Alors, les gens sont en train de travailler là, au niveau de la société civile sur un certain nombre d'indicateurs, de paramètres, etc., différents des indicateurs qui nous sont souvent servis à travers Mo Ibrahim, à travers The Economist, par exemple, qui fait un truc sur un classement sur les pays démocratiques, etc. Hein? Donc, on est en train de construire, en fait, un outil qui permet de faire, à travers cet observatoire-là, une veille et des alertes, n'est-ce pas, à travers la diffusion de rapports, etc., périodiques, de façon basée sur des aspects, des facteurs plus scientifiques, avec des ressources qui demandent évidemment non seulement des ressources financières très importantes, mais des ressources humaines également, qualifiées et importantes. Donc, il faut savoir que la société civile sénégalaise, c'est un atelier du COSC, hein, mais qui est ouvert à toute la société civile. Et d'ailleurs, le COSC réunit en tout cas les différents acteurs de la société civile sénégalaise. Comment aujourd'hui un outil comme celui que vous avez cité tout à l'heure, à savoir cet observatoire, peut davantage renforcer aujourd'hui ce contrôle citoyen de l'action publique, que ce soit dans le cadre de la gestion des finances publiques, dans le cadre du respect aujourd'hui de l'état de droit et même des lois et règlements et de la séparation des pouvoirs? Oui, ce sera à travers la publication périodique de rapports, comme je vous dis, hein, de rapports d'évaluation, pour évaluer en fait l'état de la gouvernance sur le plan économique, sur le plan financier, hein, sur le plan culturel, etc. Voyez. Mais une fois de plus, à partir de nos valeurs, tout à l'heure, on était en train d'en parler, qu'il faut endogénéiser les indicateurs. Parce que souvent, les indicateurs qui nous sont servis, à partir desquels nos pays sont jugés, hein, n'est-ce pas, appréciés, ne tiennent pas compte de nos valeurs et de nos réalités. Voyez. Donc, ce sera... Je pense que, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir à travers le travail tel qu'il a commencé à se faire. Je pense qu'à terme, cela permettra véritablement de faire un travail d'alerte, un travail d'accompagnement, parce que c'est un travail au fond d'accompagnement, hein, pour améliorer considérablement, de façon substantielle, notre système de gouvernance. Et par rapport à cette nécessité surtout d'endogénéisation aujourd'hui des indicateurs, d'ailleurs le président Macky Sall sous son magistère rappelait souvent également la même chose concernant aujourd'hui la question de la notation aujourd'hui des pays africains sur le plan économique. Il disait souvent que cela ne tenait pas souvent compte de certains indicateurs aujourd'hui et réalités conformes à ces pays et qu'ils étaient notés sur la base aujourd'hui d'indicateurs qui ne reflétaient pas la réalité aujourd'hui que vivent ces pays-là, qui sont les pays africains. Et Nathan, selon vous, quel type de mécanisme devrait être mis en place pour garantir une participation citoyenne active dans le contrôle de l'action publique? Puisque vous l'aviez dit dans votre développement, toutes les populations, même Djibril l'a confirmé, toutes les populations ou tous les citoyens ne peuvent pas contrôler l'action publique. Donc, selon vous, quel type de mécanisme devrait être mis en place pour davantage garantir ce contrôle citoyen de l'action publique? Alors, je pense que le premier élément, c'est, comme il a dit tout à l'heure, la société civile est un rempart, est un premier rempart que l'on peut choisir. Et au sein maintenant de cette société civile, il faudrait qu'il y ait des éléments représentatifs. Je crois que c'est surtout à ce niveau représentatif qui est très important. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous parlons par exemple de la société civile, nous avons besoin des experts d'un côté, mais nous avons aussi besoin de la population lambda. Nous avons besoin aussi de celui qui est au contact du boulanger, de la réalité des populations. Voilà, donc on a besoin de personnes qui sont au contact des lingères, qui sont au contact de la population, parce que la population est un ensemble. Et donc, il faudrait que la société civile qui la représente soit complètement représentative. Et là, on va au-delà. Maintenant, quand l'expert vient avec la réalité, la vraie réalité
des populations. Et il peut mettre son analyse, poser son évaluation sur la base des réalités qui sont présentes. Il faut aussi savoir que les réalités sont aussi environnementales au-delà d'être des réalités humaines. Elles sont aussi environnementales. Ça veut dire que les réalités de Dakar ne sont peut-être pas les mêmes que les réalités de Thiès, les mêmes réalités qu'à Sali. Donc il faut aussi adapter ça. Donc la société civile qui va représenter la population doit prendre en compte tout cela. Et maintenant, face aux indicateurs, face au budget, face aux lois, la société civile peut faire non seulement office de pression sur les comptes pouvoirs, mais aussi proposer des solutions. C'est surtout ça. Et également, au-delà de proposer des solutions, également être des remparts ou des garde-fous et même des médiateurs, puisqu'on l'a vu très souvent au Sénégal durant des périodes de tension, sans tambour ni trompette également, les acteurs de la société civile ont eu à mener des médiations qui sont arrivées en tout cas à dénouer la crise que ce pays-là a connue. Et je reste avec ce point-là que vous venez d'aborder tout à l'heure concernant la société civile. Quel rôle également devraient jouer les médias aujourd'hui par rapport au renforcement de ce contrôle citoyen? Puisque ces médias, pour certains même, sont des fois classés comme acteurs de la société civile, pour d'autres comme quatrième pouvoir. Les médias sont effectivement le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, on peut ajouter Internet derrière, parce qu'il y a beaucoup de médias aussi qui sont sur Internet. Mais les médias, effectivement, sont aujourd'hui à la lisière entre la population, la société civile et les pouvoirs. Et donc, les médias ont un rôle incontournable, parce qu'aujourd'hui, les médias influencent aussi les décisions des populations, influencent aussi les décisions des dirigeants. Donc, les médias, vraiment, restent cette entité-là qui, en réalité, doit à la fois être un peu indépendante, mais surtout qui doit être capable de rendre compte à la fois aux populations, aux dirigeants, de ce qui se passe. Donc, les médias ont le rôle de donner les vraies réalités. Ça veut dire que les reportages, les choix des sujets, tout ce qui est fait doit rendre compte des réalités des populations et rendre compte des réalités de la gestion de la cité. Et dans certaines grandes démocraties, ces médias également ont davantage contribué à promouvoir la bonne gouvernance, que ce soit dans le cadre des ressources extractives ou même la bonne gouvernance dans le cadre de la gestion, en tout cas, des deniers publics. Et selon vous, Djibril, quel rôle de ces médias aujourd'hui pour promouvoir ce contrôle citoyen-là de l'action publique? Oui. Le rôle des médias aussi est très, très important. Je pense que les médias, effectivement, peuvent être situés dans la société civile, mais je pense plutôt que, comme Nathan l'a dit, de plus en plus, ils sont à la lisière entre les pouvoirs, la société civile, le secteur privé, etc. Et ils influencent tout le monde, en réalité. Mais le problème ici aussi, par conséquent, plutôt, les médias auraient pu être un moyen pour les populations de renforcer le contrôle citoyen. Hein? Ça joue déjà un rôle de contre-pouvoir de toutes les façons. Voyez. Mais ceci, de plus en plus, n'est pas vérifié parce que les médias sont dominés à travers le monde par des mastodontes. Par conséquent, là également, il faut qu'on revienne, il faut une certaine démocratisation. Voyez. Et souvent, ces groupes-là sont aussi puissants, sinon plus puissants que nos États. Parce que quand les hommes politiques cherchent le pouvoir, ils sont parrainés par ces groupes, ces conglomérats. Voyez. De sorte qu'après, lorsqu'on est président de la République, etc., député, on se sent redevable à ces groupes. Ils tiennent les ficelles, en fait, ils jouent. Alors, c'est pourquoi il faut qu'on arrive à une démocratisation de l'information. Le droit à l'information doit être consacré. Il me semble qu'au Sénégal, il y a une loi
sur le droit à l'information. Malheureusement, il n'existait pas encore de loi sur l'accès à l'information. Voilà. Mais d'ailleurs, ça a été promis par l'actuel président Bassirou Diomaye Faye. Voilà. Il a annoncé que la loi passera prochainement. Ouais. La proposition de loi, en tout cas, ou le projet de loi passera prochainement devant la nouvelle Assemblée nationale sénégalaise. Et, donc, ce sont les deux problèmes en réalité. Et on reste sur ce problème-là. J'ai envie de vous interpeller sur ce problème-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce qu'aujourd'hui, les modèles de médias indépendants qu'on voit, comme par exemple la Maison des reporters du jeune confrère sénégalais Moussa Ngom, un média financé aujourd'hui par le public à travers des dons et qui fait des enquêtes et autres grands reportages, ou bien même aujourd'hui les modèles de radio communautaires aujourd'hui qui produisent des reportages à la base sur les réalités que vivent les communautés, ne pourraient pas constituer aujourd'hui des alternatives crédibles par rapport à aujourd'hui ce contrôle citoyen-là. Tout à fait. Ça peut constituer une alternative crédible, mais à condition justement que ces grandes puissances des médias-là, ces mastodontes des médias, qu'il y ait un dispositif à l'international et au plan national, sur le plan juridique, pour empêcher ces monopoles-là, n'est-ce pas? Parce qu'un indépendant peut aussi se développer et devenir mastodonte comme ça, pour empêcher cela d'une part, et d'autre part, qu'il y ait aussi des dispositifs juridiques pour l'accès à l'information. Si ces deux conditions sont remplies, il y aura une démocratisation de l'information avec ces indépendants. Veillez à la démocratisation de l'information pour davantage renforcer le contrôle citoyen. Je rappelle que nous étions avec M. Djibril Ning, expert électoral, également membre de la société civile sénégalaise. Merci encore Djibril d'avoir été avec nous. Merci. Je voudrais simplement m'incliner sur la mémoire à la fin de cette émission, sur la mémoire d'un ami, d'un collègue avec qui, n'est-ce pas, nous animions ce plateau. Il s'appelle M. Karim Diakhaté, qui a été rappelé à Dieu. Et je lui dédie donc mon intervention sur le plateau de Médian aujourd'hui, en hommage à son professionnalisme, à son engagement pour le développement du journalisme africain. Merci beaucoup Djibril pour cet hommage. Vous m'avez marché sur la langue, je prévoyais de lui rendre hommage d'ailleurs à la fin de cette émission. Merci également à Joël Nathan Ombago, analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci Daouda, merci beaucoup. Et hommage également à un des brillants intervenants aujourd'hui de l'émission Le Débrief qui nous a quittés malheureusement. Je veux bien sûr parler d'Abdou Karim Diakhaté, directeur de publication aujourd'hui d'un magazine panafricain. Il était tout le temps avec nous sur ce plateau. Il partageait ce plateau avec des analyses brillantes. Karim Diakhaté, à lui tout seul, symbolisait ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus honorable pour le journalisme panafricain. Paix à l'âme d'Abdou Karim Diakhaté. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.